plaisir de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans l'invité du soir. Et comme tous les mardis, c'est Antoine Adoukono qui planche. Bonsoir à vous, Antoine Adoukono. Vous êtes analyste politique et également acteur politique. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'être là. Le sujet qui nous réunit, nous revenons un peu sur le verdict dans l'affaire des 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Eh bien, la semaine écoulée, la Cour a rendu son verdict en faisant des accusations, des condamnations et également des acquittements. Le sieur Carlos Adorano, lui, il a écopé de 30 ans de réclusion criminelle et de milliards de francs CFA. Monsieur Blaise Salanon, pareil, 30 ans de réclusion criminelle et 1 milliard de francs CFA. Alors, monsieur Lambert Ablé, lui, a été acquitté au bénéfice du doute. Bien avant qu'on revienne un peu, Antoine Adoukono, à ce verdict de la Cour, comment comprenez-vous que malgré toutes les sensibilisations, toutes les actions pour décourager le détournement, la corruption, que d'autres continuent toujours de se prêter à l'exercice? Merci beaucoup. Je crois que la corruption est un phénomène qui a la peau dure. Même au plan mondial, quand on fait le classement, même le pays qui est premier, c'est-à-dire moins corrompu, n'est jamais à un taux zéro. Il y a toujours quelques passerelles de corruption qui subsistent. Cela veut dire que finalement on se demande si c'est un phénomène qui est inhérent à la nature humaine. Justement. Cependant, je crois que chaque État essaie de faire des efforts. N'est-ce pas n'y a-t-il pas un peu de gourmandise dans cette nature humaine? La volonté de s'accaparer de ce qui ne vous appartient pas. N'y a-t-il pas à un moment donné un peu de gourmandise dedans? Je vais en venir. C'est pour dire que c'est un phénomène qui gangrène divers pays. Et chaque État, comme je viens de le dire, essaye de s'organiser à sa manière pour contrer le phénomène à travers, bien sûr, une politique pénale en la matière et d'autres formules administratives, voter des lois, etc., pour pouvoir chercher à en venir au bout du phénomène. Cependant, comme vous venez de le dire, on constate que malgré tout cela, et malheureusement, de grands faits de corruption subsistent. En l'occurrence, celui dont on parle. Et je crois que, pour répondre à votre question, à savoir que malgré qu'on ait créé la criette, malgré qu'on ait pris des dispositions pour contrer le phénomène, on en est arrivé là. Il faut d'abord dire qu'aucune loi au monde, pour répéter le professeur Joseph Djobouenou, ne règle les problèmes. Les problèmes, c'est d'abord les humains eux-mêmes. Les humains eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on a créé la criette, on a voté des tests sur la corruption, qu'en même temps, on a pénétré les consciences des uns et des autres. La loi, elle est certainement là pour être appliquée dans les tribunaux. Ça veut dire que c'est quand l'acte est posé que maintenant on commence par voir ce qu'il faut appliquer en tant que test. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui préoccupe, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que l'on en arrive là. Faudra-t-il de nouveaux hommes? Voilà. Un nouveau format d'hommes? Voilà. On ira les chercher où? Voilà. Non. Il faut prévenir. Et cette prévention, moi j'estime que ce n'est pas seulement la loi. C'est vrai, aujourd'hui, le Bénin s'est efforcé d'avoir un haut commissariat à la prévention de la lutte contre la corruption.
présidé par Maître Migan, qui j'estime, de par ses compétences, va booster les choses. Ceci étant, je préfère personnellement que la prévention ne soit pas seulement les tests, mais que cela provienne surtout de l'éducation. Parce que ne nous voilons pas la face. Le peuple béninois s'est végété dans la corruption sous toutes ses formes. Vous savez, le président de la République, à travers une allégorie qui fait rire, mais en réalité qui doit faire réfléchir. C'est-à-dire que le député, quand il vient au village, tout le monde l'attend. Quand le ministre il vient au village, tout le monde l'attend au point où on l'appelle père, grand frère, même si c'est votre enfant. Ce qu'il dit là, ça fait rire. Mais en réalité, c'est un problème de société. C'est un problème de société, un sérieux problème de société. Parce que la corruption dont nous parlons, il faut essayer de chercher sa source profonde. Sa source profonde. Si nous ne le faisons pas, on aura beau élaborer les tests, on aura beau créer la criette, mais le phénomène va subsister et va traverser des générations. Tout parent apprend à son enfant, si on doit retourner à la base, tout parent apprend à son enfant que voler est mauvais. On ne veut le pas, on ne détourne pas, on ne fait pas ça. Mais l'enfant, en grandissant, fait ses choix et les assume. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Tout ce que nous disons, il faut que cela soit traduit dans les faits. Lorsque vous regardez la société béninoise, je vais peut-être aller au cas par cas, lorsque vous prenez la société elle-même comme ça. Aujourd'hui, vous allez constater que c'est celui qui est même dans la corruption qui est célébré. Lorsque vous rentrez, aujourd'hui, bon, si allez faire vos sondages, vous rencontrez un élève ou bien un étudiant aujourd'hui et vous lui dites, mais devenir un enseignant, devenir un douanier, lequel vous choisissez? Vous allez voir la quasi-totalité va vous répondre qu'il préfère être douanier. Parce qu'il a constaté que c'est dans ça qu'il y a l'argent. Qu'il y a l'argent. Donc le problème, c'est la valeur que nous donnons à l'argent. C'est ça. L'importance que nous donnons à l'argent. Au fait, ce sont les valeurs sociétales que nous-mêmes nous célébrons qui constituent un socle pour l'émergence de l'esprit de la corruption et après la corruption. Parce que la corruption naît d'abord dans les esprits. Quelles sont les valeurs que nous cultivons aujourd'hui? Lorsque dans votre famille, vous n'êtes pas l'homme le plus riche, quelle est la place qu'on vous donne? Lorsque vous êtes quelque part, par rapport à quoi on mesure vos valeurs? Pas le passé, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel, c'est beaucoup plus votre morale, les valeurs que vous défendez. Mais à l'épreuve du temps, tout cela s'est amenuisé, s'est effrité, et on a hérité d'une nouvelle société où c'est l'argent, c'est le matériel qui prend le devant. Quand c'est comme ça, chacun se dit, pour avoir une valeur dans cette société, il faut de l'argent, il faut le matériel. Et dès que vous avez cela en conscience, c'est ça qui génère le reste. C'est ça qui génère le reste. C'est ça qui fait que les valeurs républicaines, les valeurs citoyennes commencent par disparaître de votre vie et vous commencez par faire d'autres choix. Et cela se ressent. Et c'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure l'allégorie du chef de l'État. Quand vous êtes en politique, par exemple,
les gens vous diront que ce qui est important, ce n'est pas votre programme de société. Ce qui est important, ce n'est pas les valeurs que vous défendez. Ce n'est pas les principes que vous énoncez. Ce n'est pas ce que vous portez comme projet d'avenir pour votre nation qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est dans votre poche. C'est ce qui est dans votre poche. C'est la manière dont vous arrivez à satisfaire les besoins, surtout monétaires, des militants. C'est ça qui est important. Et malheureusement, les partis politiques aussi en tiennent compte pour promouvoir les gens. Si bien que les autres qui observent finissent par concevoir que ce n'est pas ce que je défends comme principe, règle, valeur qui compte, mais ce qui compte, c'est les moyens que j'ai qui comptent. C'est par rapport à ça qu'on est en train de promouvoir les gens. Et quand on fait comme ça, ceux qui sont résistants et qui ne veulent pas aller là, se disent que, mais en réalité, je suis le seul à me tromper. Et chacun emprunte ce palier-là. Vous posez là un problème de société. Donc, pour vous, en venir à bout, c'est déjà chercher à régler le problème à la base et le reste faire dans de la sensibilisation. Alors, au vu de ce procès dont nous parlons, avec le déroulement, le contenu des débats et également le verdict, vous, Antoine Adou-Konou, quelle conclusion vous tirez concrètement? Non, la conclusion que je tire, premièrement, c'est que je suis obligé de constater que la criette n'est pas une cour spéciale, comme d'aucuns tentent de le dire, mais c'est une cour spécialisée. Et si elle n'était pas créée, il fallait la créer. Parce que depuis que la criette est là, la célérité avec laquelle les dossiers liés aux affaires économiques et du terrorisme sont traités, ce n'était pas le cas lorsque on était devant les tribunaux de droit commun. Donc, la criette vient de donner encore une fois l'alerte pour que chacun sache que aujourd'hui, on n'aura pas de raison lorsque vraiment les preuves sont établies devant cette juridiction de s'en sortir. Il faut aussi constater que cette cour a démontré aussi qu'il y a une certaine impartialité. Parce qu'il n'y a pas eu que des condamnations. Il y a eu des gens qui ont été acquittés. Ça veut dire que dès que les charges qui pèsent, en tout cas les présumées charges qui pèsent sur vous, si dans le déroulement du procès, les preuves, l'infraction n'est pas constituée, vous serez acquitté. Donc, il n'est pas raison, ça dit que ça permet de faire confiance à la juridiction pour savoir que on est devant une juridiction qui n'est pas là, en fait, pour servir l'intérêt de quelqu'un, l'intérêt d'un groupe, mais qui est là pour l'intérêt général. Je note également que ça doit servir de leçon à tous ceux qui sont dans une branche des deniers publics, qui ont la gestion financière des entités publiques, comme privées d'ailleurs, qu'il faudrait savoir que la nation ne régit pas des règles. Et dès qu'on outrepasse les règles, on se retrouve dans des cas de figure qu'on encourt de lourdes peines. Ne me dites pas que 30 ans de prison, c'est trop lourd, hein? C'est trop lourd. Moi, vraiment... mais ce n'est pas le magistrat, c'est la loi. C'est la loi qui dit, bon, dans de pareils cas, lorsque on est dans de tel montant, voilà les peines encourues. Bon, les intéressés disposent de 15 jours pour faire appel, s'ils le désirent. Et on espère que peut-être ils vont faire appel, que
Vraiment, je souhaite vivement que la peine soit réduite, hein, parce que 30 ans de prison, ce n'est pas facile. Alors, toujours parlant de ce procès, avec le problème de société que vous avez évoqué, aussi cette impartialité soulevée dans les jugements, selon vous, de la Criette, peut-on dire qu'on est sur la bonne route, Antoine Adou-Konou, en matière de lutte contre l'impunité? Bon, je crois que, bon, cela est d'autant plus vrai que aujourd'hui, vous allez voir que la Criette, et à ma foi, hein, ne condamne pas selon votre couleur politique. Parce qu'en réalité, les questions d'impunité que nous avons vécues par le passé ont pour source la politique. C'est généralement, on pense que parce qu'on est dans la politique, parce que on a tel parrain politique, on peut passer outre la justice. Mais à l'épreuve du temps, et en tout cas pour ce que j'observe, surtout sous le régime de la rupture, c'est qu'il y a beaucoup de ténors du pouvoir qui ont été condamnés par cette juridiction. Ça veut dire que on peut quand même présumer qu'il y a une certaine impartialité dans les décisions de la Criette. Et cela ne fait qu'honorer notre pays. Et je pense que les juges de la Criette doivent garder haut le flambeau pour que la confiance soit accrue en cette juridiction, pour que les citoyens ne perçoivent pas la Criette comme un instrument de répression politique entre griffes, comme ça se chante partout, mais que les gens aient la confiance que oui, c'est une juridiction comme toute autre, et que lorsque vous êtes là, le droit sera dit et vous serez condamné ou vous serez acquitté comme on vient de le voir. Après vos conclusions sur l'issue de ce procès ou de l'issue de ce procès, quelles leçons vous pensez que le citoyen lambda qui aussi aujourd'hui se retrouve devant les fonds publics, les deniers publics doit, quelles leçons ce citoyen doit garder? Non, la leçon, moi je crois que ce n'est pas parce que, c'est vrai, les peines qui ont été données ont pour but de prévenir les autres. Lorsqu'on donne en termes de doctrine des peines, quand on donne les peines, c'est pour que ceux qui ne sont pas arrivés là sachent que en cas d'infraction, voilà, donc ce sont les condamnations sont en fait des mesures dissuasives pour ceux qui restent. Ça veut dire que lorsque j'ai à charge aujourd'hui les deniers publics, privé comme public, nous devons savoir que il y a une criette qui nous attend. Ça là, c'est mais le plus important que moi je dis, c'est l'éducation de la personne. C'est la société que nous projetons qui est le problème. Parce que aller jusqu'à aller vers des détournements de 4 milliards, c'est parce qu'on a d'ambition. On est en train de voir les gens faire. On est en train de voir que y a quelqu'un avec qui on a fait les classes, qui a les mêmes diplômes, et parce que il a osé, il est en train d'évoluer. Et il faut le rattraper. Ça veut dire que c'est parce qu'on met dans la tête que, non, il faut construire des immeubles, il faut rouler de belles voitures, il faut rouler des voitures de gamme, etc., etc. Et parce qu'on voit les gens faire. Et c'est tout ça qui fait que, finalement, on se met dans cette danse. Et malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, un travail se fait pour dissuader. Sinon, les gens vont te dire que, toi là, ton frère est resté à ce poste, mais c'est pas ce qu'on a eu. Mais depuis là, toi tu es là, mais et tu dis quoi? Vous voyez, quand c'est des valeurs comme ça que la société célèbre, ce sont des éléments qui poussent à commettre des forfaits. Mais chacun doit savoir que
celui qui t'apprend à avoir un gros cheval ne t'aidera pas à le nourrir. Hein. Donc, la société, d'accord, mais toi-même, tu dois pouvoir faire un effort de garantir ton avenir. 30 ans de prison, je ne pense pas que ceux qui auraient peut-être conseillé à M. Adouano que ces fonds qui sont là, tu peux. Celui qui était resté là, voilà comment il a fait, comment il a fait là. Ceux-là n'ont pas écopé maintenant de 30 ans de prison. Hein. On ne les connaît même pas. On ne les connaît pas, on ne sait même pas si donc il est seul maintenant face à son destin. Donc à partir de ce moment, chacun n'a qu'à savoir raison garder et essayer de mesurer, disons, ses ambitions. En conclusion, Antoine Adou-Konou. Bon, pour conclusion, c'est que chacun n'a qu'à penser à l'intérêt général. Parce que l'intérêt individuel, bien sûr, mais qui ne doit pas emporter sur... Et l'intérêt général, c'est l'intérêt du peuple béninois d'abord. C'est l'intérêt de la nation d'abord. Donc les fonds qui sont des fonds publics, lorsque vous les gérez, vous devez savoir que vous êtes en train de gérer le pays et non votre maison. Merci beaucoup Antoine Adou-Konou pour votre contribution à décortiquer un peu les leçons à retenir donc de l'issue de ce procès 4 milliards affaire 4 milliards donc à la Direction générale des impôts. C'est tout pour l'invité du soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons maintenant en compagnie de Maël Lawson et de ses invités pour le débat du soir. Le temps pour moi de vous rappeler que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Pour vous qui nous suivez pour la première fois aujourd'hui, sachez que ETélé est également disponible sur le site internet le www.etélébenin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, et vous avez la possibilité de télécharger l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Il suffit d'activer la notification. Nous émettons depuis le studio François Xavier en Limnemont, ETélé avec vous, pour vous.